Un membre du cercle Neurolibre me disait récemment quelque chose de très touchant. Il m'a confié, il m'a dit en fait, j'ai regardé une liste de symptômes de l'autisme et je me suis reconnu dans plusieurs d'entre eux. Alors je me demande, est-ce que je suis autiste ? Et c'est une question que beaucoup de personnes atypiques se posent aujourd'hui. Je suis en train d'en faire une série de vidéos d'ailleurs. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que toi aussi tu te la sois peut-être posée un jour si tu es atypique. Alors aujourd'hui, je voudrais te proposer de comprendre l'autisme pour que ça puisse t'aider à cesser de te coller des étiquettes trop rapides et surtout de comprendre ton fonctionnement avec plus de douceur. Car diagnostiquer l'autisme, ce n'est pas simplement cocher quelques cases sur une liste. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et paradoxalement, cette subtilité, elle peut être libératrice. Donc depuis des années, on voit apparaître partout des listes 10 signes que vous êtes autiste, 7 indices du trouble du spectre de l'autisme chez l'adulte, les 5 comportements qui prouvent que vous êtes sur le spectre de l'autisme. Ces contenus, à la base, je pense, partent souvent d'une bonne intention. Ils veulent t'aider à reconnaître des profils qui sont dans le spectre de l'autisme. Mais, de mon point de vue, ça crée une grande confusion. Parce que beaucoup de personnes hypersensibles, lucides, profondes, se reconnaissent aussi dans certains de ces traits. Par exemple, aimer la solitude, être très sensible au bruit, analyser beaucoup de relations humaines, avoir du mal avec les interactions superficielles, ressentir intensément les émotions. Lorsque des personnes découvrent ces listes, ce que je viens de te citer là, il y a une petite voix intérieure qui va leur murmurer « Mais en fait, c'est ça en fait, et si j'étais autiste ?» Mais la réalité du diagnostic, elle est bien différente. Donc, pour comprendre ça, il faut revenir à la référence utilisée par les professionnels. Je vais le remontrer à l'écran. Ça s'appelle le manuel DSM-5, les critères diagnostiques. Il s'agit du manuel diagnostique utilisé par les psychiatres et les équipes spécialisées dans le monde entier. Et ce que dit ce manuel est très clair. L'autisme ou le trouble du spectre de l'autisme repose sur 2 grandes familles de critères. Et plusieurs critères qui doivent être présents tous ensemble. Et surtout, ces critères doivent créer un handicap réel dans la vie quotidienne. Et c'est ce point que beaucoup de personnes ignorent. Parce que c'est pas juste être hypersensible ou être ci ou être là. Il faut que ce soit un handicap. Donc, je ne vais pas te lire tout ce qu'il y a sur l'autisme, je vais te donner un résumé assez clair des critères de diagnostic selon le DSM-5. Pour poser un diagnostic de l'autisme ou du trouble du spectre de l'autisme, il faut bien comprendre que tous les critères doivent être présents et cohérents. Ce n'est pas juste 1, 2, 4, 5, c'est tous. Donc je te les donne. Premièrement, une difficulté dans la... Alors tu peux prendre un papier et noter, hein, tu fais l'exercice avec moi, si tu veux. Des difficultés dans la réciprocité sociale. Par exemple, de la difficulté à engager ou maintenir une conversation. Donc c'est pas simplement être introverti, c'est une altération durable du fonctionnement social. L'échelle est différente. Deuxième point, une difficulté dans la communication non verbale. Par exemple, avoir des contacts visuels inhabituels, regarder sur le côté, etc. Des expressions faciales qui sont limitées, etc., etc. Troisième point, des difficultés à développer ou maintenir des relations. Encore une fois, c'est pas juste avoir envie de solitude, c'est vraiment un problème handicapant à développer et maintenir des relations. Point suivant, des comportements répétitifs. Alors ça, c'est souvent mal compris. Par exemple, c'est des mouvements très stéréotypés. Des balancements, par exemple, du corps, des battements des mains, des choses comme ça. Ce sont des comportements très répétitifs. C'est pas juste je me gratte le nez souvent ou je me pince l'oreille. Ce sont des mouvements très stéréotypés. Point suivant, une rigidité et des besoins de routine. C'est-à-dire que la personne supporte mal les changements. Encore une fois, c'est dans l'intensité. C'est pas « Ouh là là, j'aime pas être sorti de ma routine », mais c'est une détresse face aux changements imprévus. C'est totalement différent. Autre point suivant, des intérêts très restreints et très intenses. Là aussi, c'est souvent mal compris, mal interprété.
Par exemple, un intérêt extrêmement focalisé sur un sujet spécifique. Par exemple, une passion d'une marque spécifique de pneus de voiture construits spécifiquement dans les années 50. Là, tout le monde va dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc de gaga ? Pour un autiste, c'est un sujet intéressant. Donc c'est pas juste j'aime bien collectionner les maquettes d'avions. Non, c'est pas des intérêts assez restreints. Il faut que ce soit beaucoup plus spécifique. Point suivant, des particularités sensorielles. Donc une hyper ou une hyporéactivité aux stimulus sensoriels. Alors ça peut être le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, c'est-à-dire avoir une hyperperception ou une hypoperception. Encore une fois, très marqué, hein, très très marqué. C'est pas juste « oh, j'ai pas beaucoup d'odorat, donc en fait, non, c'est je sens rien ». Ou au contraire, j'ai une hypersensibilité au niveau de la peau, de la température, par exemple. Ensuite, il y a des symptômes qui doivent être présents dès l'enfance. Et ce point, il est essentiel. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Donc, ce n'est pas un phénomène qui apparaît à l'âge adulte. Ça se développe depuis l'enfance. Donc, il faut que ces symptômes que je vais donner maintenant soient présents depuis l'enfance. Donc, et ces symptômes doivent provoquer une altération réelle du fonctionnement. Encore une fois, ce n'est pas juste « ah oui, un petit peu », c'est une altération du fonctionnement, un handicap. Sinon, le diagnostic, il n'est pas posé. Donc, et il faut aussi mettre en place, il faut comprendre quelque chose d'important, c'est que les symptômes que je viens de te citer ne doivent pas être mieux expliqués par autre chose. Donc, souvent, il y a des symptômes qui sont mal interprétés, qui sont en fait des symptômes du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ou des simples symptômes d'un trouble anxieux généralisé. Donc, il faut que ces symptômes ne soient pas expliqués par ça. Il faut que ce soit uniquement l'autisme qui soit la source de l'analyse de ces critères. Donc, il faut vraiment comprendre que ce que je viens de te dire, c'est depuis l'enfance, ils doivent provoquer altérer réellement le fonctionnement de la personne, soit un véritable handicap et qui ne soit pas mieux expliqué par autre chose. Donc le clinicien doit vérifier que ces difficultés ne s'expliquent pas mieux par le TDAH, un trouble anxieux, un traumatisme, un autre trouble psychiatrique. C'est pour ça que le diagnostic sérieux nécessite une évaluation globale et que le spectre ne signifie pas que tout le monde peut être autiste. Donc, l'erreur que font beaucoup de personnes, elles prennent la liste de critères que je viens de te donner, puis elles se disent « ok, j'en ai 3, donc je suis autiste ». Mais c'est pas comme ça que fonctionne un diagnostic, parce que le diagnostic repose sur 2 dimensions. Une première dimension qui va être la dimension horizontale, c'est la présence des différents critères que je viens de te dire, mais leur simple présence ne suffit pas, il faut y ajouter la deuxième dimension, c'est-à-dire la verticale, l'intensité. Et c'est là que tout change. La question, c'est pas seulement est-ce que ces traits-là horizontalement existent, c'est à quel point ce trait est un handicap dans la vie. Par exemple, beaucoup de personnes n'aiment pas le bruit. Mais certaines personnes autistes peuvent ressentir une douleur physique face à certains sons. Beaucoup de personnes aiment les routines. Mais certaines personnes autistes peuvent vivre une crise intense s'il y a une routine qui change. Beaucoup de personnes aiment leur passion. Mais certaines personnes autistes peuvent avoir des intérêts tellement exclusifs que ça prend toute la place dans leur vie. Donc c'est l'intensité qui change tout. Je te donne une image simple pour comprendre. Imagine un tableau. Sur l'axe horizontal, tu as les différents critères. Sur l'axe vertical, tu as leur intensité. Le diagnostic se fait en observant combien de critères sont présents et à quel niveau d'intensité se manifestent. Il doit y avoir tous les critères à un niveau assez élevé. Donc les professionnels croisent ces informations, ils observent le développement depuis l'enfance, ils évaluent l'impact dans la vie, est-ce que c'est handicapant ou pas, et ils posent un diagnostic avec un certain degré de fiabilité. C'est pas sûr à 100%. Donc c'est pas une simple auto-identification d'après une liste, c'est une analyse complète. Pourquoi cette nuance elle est importante, elle est essentielle ? Parce que beaucoup de personnes sensibles et profondes passent des années à croire je suis autiste, je suis cassé, alors qu'en réalité, leur cerveau fonctionne simplement différemment.
Et il y a beaucoup de membres de notre communauté du Cercle Neurolibre qui racontent quelque chose de similaire. Pendant des années, ils ont cherché une explication, ils ont lu des livres, ils ont fait des tests, ils ont exploré la psychologie, et souvent ils ont découvert une chose simple, ils ne sont pas autistes, ils sont simplement un peu plus intenses. Et cette intensité, elle a besoin d'être comprise et dirigée. Donc la sensibilité, par exemple, ce n'est pas une erreur de fabrication, c'est une forme d'intelligence. Mais lorsque cette intelligence n'est pas accompagnée, ça peut épuiser. Le cerveau tourne en permanence, les émotions le circulent sans aucune pause, et la fatigue mentale s'installe, et la personne finit par se coller une étiquette. Donc dans le Cercle Neurolibre, plusieurs membres ont déjà partagé le même prise de conscience. Ils pensaient que leur problème, c'était leur sensibilité ou un trouble du spectre de l'autisme, mais en réalité, leur problème, c'était l'absence de mode d'emploi. Personne ne leur avait appris comment fonctionner avec un cerveau atypique, plus intense. Personne ne leur avait appris à canaliser leurs pensées. Personne ne leur avait appris à poser des limites émotionnelles. Alors, leur esprit travaillait sans repos. Donc, peut-être que tu te reconnais dans cette fatigue mentale, peut-être que ton cerveau ne s'arrête jamais, peut-être que tu ressens intensément les émotions. Tout ça ne signifie pas forcément que tu es autiste, mais ça signifie peut-être une chose simple. Ton cerveau fonctionne avec une intensité particulière, et cette intensité demande de l'apprentissage. Donc, je voudrais partager une idée importante. La vraie solution, ce n'est pas de conclure que je suis peut-être atypique et je dois m'y faire. C'est d'intégrer que tu es un cerveau intense mal canalisé. Donc il ne suffit pas de juste comprendre en lisant plein de bouquins, il faut apprendre à canaliser ton cerveau. C'est là que tu entames une vraie transition claire. Tu ne dois pas gaspiller ton temps ou de l'énergie pour comprendre de manière passive. Donc, si ces réflexions te parlent, tu n'es pas seul. C'est exactement pour ça qu'on a créé le Cercle Neurolibre, un espace pour passer de neuroatypique dans le mal-être à neurolibre et retrouver de la clarté, de l'énergie et un cap dans ta vie.